Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir pour parler sur un thème très, très intéressant. Vous savez, plus que jamais, nous ressentons le besoin, en tant qu'analyste d'affaires, de nous spécialiser dans certains domaines afin d'élargir nos connaissances, nos compétences. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir parmi nous Inès Chacron, architecte d'affaires et analyste FinOps chez Cofomo. Ma chère Inès, à toi la parole. Merci beaucoup, Ligia. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Ce serait pas lent. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, Oui, on le je voit. te C'est bon? vois. Oui, Parfait. bon. Excellent. Merci beaucoup, Ligia. Donc, merci. Je m'adresse à IBA en sens large là pour l'invitation et à vous, participants, toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Donc effectivement, Ligia l'a bien introduit. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer je vous dirais une courte exploration de cette nouvelle discipline-là, puis comment elle fait passer nos conversations du coût à la valeur pour mieux éclairer un peu nos décisions d'affaires. Alors, pour l'agenda, on va commencer par une courte introduction. Par la suite, on va voir pourquoi on parle de FinOps. Qu'est-ce que c'est que le FinOps? Après, on ira plus en profondeur. Donc, je vais vous expliquer un peu le cadre qui régit cette discipline. On va introduire un tout petit peu le standard focus, puis on va finir avec une étude de maturité. Et bien sûr, il y a la partie questions-réponses. Pour les questions, je vous inviterai à les poser tout au long de la rencontre dans le chat. Fait que ça va nous permettre par la suite d'y revenir. Sans plus tarder, donc avant de commencer déjà, c'est à qui vous aviez affaire. Donc mon nom c'est Inès Chacron, Ligia l'a bien présenté, donc je suis architecte d'affaires et experte FinOps chez Cofomo. Pour ce qui est de mon parcours académique, je suis diplômée d'un MBA en finance de l'Université Laval, donc ça pose un peu le décor. Vous voyez un peu mon parcours qui s'inscrit entre les finances, les TI, les transformations organisationnelles, et c'est ça ce qui m'a amené à faire le pont entre la stratégie d'affaires et les solutions technologiques. Tout ça dans des contextes assez publics, puis dans des institutions financières. Je suis également certifiée FinOps Practitioner, puis FinOps Focus Analyst. Pour le volet architecture, je suis certifiée TOGAF. Donc, aujourd'hui, les entreprises investissent massivement dans les environnements infonuagiques, entre autres pour bénéficier de la flexibilité, la scalabilité et surtout la rapidité de mise en œuvre. Mais par contre, cette promesse du cloud, elle a un renvers, soit la perte de visibilité sur les coûts cloud et le contrôle budgétaire, surtout dans un modèle OPEX où les dépenses varient énormément en fonction de l'usage. Prenons un exemple concret. Mettons, une entreprise migre une partie de ses systèmes vers une architecture cloud. En quelques mois, elle constate une explosion de sa facture qui n'a aucun lien direct avec ses prévisions budgétaires. Pourquoi? Il y avait plusieurs raisons. Il y a le manque de balises de consommation, absence de politique d'étiquetage et surtout absence de responsabilisation des équipes techniques sur les coûts. Et donc, le résultat, c'est ce qu'on appelle un effet tunnel financier. Qu'est-ce que c'est qu'un effet tunnel financier? C'est une situation où les coûts augmentent de manière continue ou imprévisible sans avoir de la visibilité, ni le contrôle, ni surtout la capacité à agir à temps. Ce qui nous amène à nous poser la question, pourquoi FinOps? Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un cycle d'approvisionnement classique, celui qu'on est habitué là depuis toujours dans nos projets. On part d'un besoin d'affaires, on fixe une enveloppe budgétaire, l'approvisionnement achète, puis le projet livre. Donc, les coûts sont engagés avant l'usage et la gouvernance se concentre surtout sur respectons-nous le budget, est-ce qu'on a respecté le calendrier, etc. Pour ce qui est de la grande flèche bleue, là, ça rappelle un peu notre réflexe naturel. On ajoute de la fonctionnalité pour créer de la valeur d'affaires. Et on assume que les coûts resteront quasi fixes une fois l'achat fait. Donc ici, les décisions de SLA, de performance ou de résilience se prennent en amont, parfois sans lien direct avec l'usage réel. Donc, pour, mettons-nous, les analyses d'affaires, ce modèle il a un avantage. On bâtit un business case initial,
puis on passe à l'exécution. Mais il a aussi une limite. Donc, la mesure de la valeur et des coûts unitaires n'est pas rafraîchie en continu. On peut donc livrer plus de fonctionnalités sans voir par contre que l'économie d'unité se dégrade. Maintenant, regardons ce qui change quand le produit vit sur une piste à coût variable, c'est-à-dire dans un contexte info-nuagique. Donc, dans le cloud, le cycle explose en continu. On part du besoin et d'une pré-solution, on lance le projet, souvent en mode agile, DevOps, et surtout, l'achat devient continu. Chaque déploiement, chaque go-heure, chaque scan de données se facture. Donc ici, l'enveloppe budgétaire n'est plus un montant unique arrêté au départ, mais c'est vraiment une capacité d'usage à piloter. Donc, la conséquence, si l'approvisionnement n'est pas intégré au flux ou si les garde-fous ne sont pas posés, on se réveille avec un incident financier. On est habitué à entendre incident de sécurité. Et puis, incident de sécurité, on s'entend dans une entreprise. Là, ça fait arrêter tout le monde. Tout le monde se met à régler ce problème sans rien faire d'autre. Par contre, les incidents financiers, on n'est pas habitué à faire ça. Puis, on n'a pas de processus pour ça. Donc, si une facture, mettons surprise, ou un volume qui a explosé, ou un SLA qui est trop ambitieux, qui coûte trop cher pour la valeur qu'il protège. Donc, ici, la vraie question devient, quel est notre processus de réponse? Qui communique? Qui déclenche la war room, puis quelle mitigation, qui corrige le design, qui provisionne ou rembourse, etc. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut réfléchir qu'on n'est pas habitué à se poser dans le cycle d'approvisionnement classique. Donc, cette image résume ce qu'on oublie trop souvent. Le coût est une propriété d'architecture au même titre que la sécurité, la fiabilité ou la performance. Dans le cloud, si on traite le coût à la fin, on le subit. Donc ici, je vous présente les piliers de l'info nuagique. Donc ici, on commence par l'excellence opérationnelle. C'est la capacité à mesurer et à agir vite. Donc pour nous, mettons les analyses d'affaires, ce que cela veut dire, c'est que c'est des indicateurs lisibles par le métier, des alertes et des rituels qui débouchent sur des décisions. Est-ce qu'on stop? Est-ce qu'on scale? Est-ce qu'on investit plus? Le deuxième levier étant la sécurité. Ici, on parle de chiffrement, de rétention des journaux, inspection du trafic. Donc, chaque exigence, elle a un coût marginal. Donc, notre rôle est de poser le seuil économique, c'est-à-dire quel niveau protège vraiment la valeur et le risque réglementaire sans surspécifier. Le troisième levier étant la fiabilité. Donc ici, on parle de single available zone ou multi-AZ, actif-actif ou multi-région. Donc ici, on chiffre le coût de l'indisponibilité et on compare au surcoût d'architecture. La bonne réponse n'est pas toujours plus, mais c'est assez pour la valeur en jeu. Ce qui nous emmène au quatrième levier, soit la performance. La latence ici influence l'UX et parfois la conversion. On lit explicitement P95 ou throughput a un impact business attendu. Donc, si l'impact il est faible, on plafonne pour préserver l'économie d'unité. Et pour finir, le contrôle des coûts, donc le pilier qui est mis en avant, c'est vraiment le fil conducteur des quatre autres piliers de l'info nuagique. On définit l'unité de valeur, c'est-à-dire dollars par transaction, dollars par dossier, dollars par utilisateur actif, et on se fixe une cible et un seuil d'alerte, et on choisit ainsi les options de sécurité, de fiabilité, de performance qui respectent ces bornes. Donc, cette image illustre un mythe qui est vraiment tenace. On gérera les coûts une fois le projet livré. C'est ça ce qu'on dit tout le temps. Dans le cloud, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de fin. L'achat, il est continu et à chaque décision design, soit SLA, performance, stockage, on a un coût marginal qui court dès le premier déploiement. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le cloud, c'est aussi un guichet à libre service. Donc, en quelques clics, une équipe peut retirer des ressources et la facture part aussitôt. C'est excellent pour le time to market, mais dangereux sans plafond. C'est exactement comme si on partait au guichet d'une banque là, pour retirer de l'argent. Si on valide pas, si on a l'argent là disponible dans notre compte, on risque le découvert. C'est pareil dans le cloud. Donc, qu'est-ce que c'est que le FinOps? Je vais vous poser une petite question là. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette discipline, vous pouvez aller dans le chat par vrai ou faux. Est-ce que le FinOps consiste à économiser de l'argent? On reviendra à cette question à la fin de la conférence là, pour voir si on a la bonne réponse ou pas, disons.
Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le cloud a révolutionné notre façon de développer, de déployer et exploiter nos solutions. Mais cette flexibilité-là et cette agilité s'accompagnent d'un nouveau défi. Comment s'assurer que chaque dollar investi dans le cloud génère réellement de la valeur métier? Et c'est là précisément qu'intervient le FinOps. Pour ce qui est du terme FinOps, c'est vraiment une contraction entre finance et opération. Donc ici, on parle à la fois d'une discipline, d'une culture et un cadre de collaboration qui unit les équipes financières, techniques et commerciales, dont le seul objectif, disons, c'est de responsabiliser tout le monde sur les dépenses cloud et transformer la gestion financière en un véritable levier stratégique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment cette approche, elle permet non seulement de maîtriser les coûts, mais aussi d'accélérer la création de valeur pour l'entreprise. Donc, nous allons parler de culture, nous allons parler de pratiques, mais aussi d'outils concrets pour rendre le FinOps opérationnel dans nos contextes. Maintenant que nous avons posé les bases de ce que c'est que le FinOps, intéressons-nous au contexte qui rend cette approche assez indispensable. Donc, premièrement, nous avons la transformation technologique. Aujourd'hui, les organisations migrent de plus en plus leur système traditionnel vers des solutions infonuagiques, ce qui implique une refonte en profondeur non seulement de l'architecture technique, mais aussi des processus opérationnels. Donc, le cloud n'est plus qu'un simple hébergement, c'est vraiment une nouvelle façon de concevoir et de livrer la technologie. Le deuxième changement, nous avons ce qu'on appelle une optimisation financière, mais c'est vraiment le passage d'un modèle CAPEX, c'est-à-dire basé sur des lourds investissements initiaux, vers un modèle OPEX qui est basé sur la consommation réelle. Je vous dirais, à chaque fois où je pars en conférence et je pose la question, pour vous, est-ce que le cloud, c'est du OPEX ou du CAPEX? J'ai automatiquement la réponse rapidement, c'est du OPEX, Inès. C'est vrai. Par contre, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les règles comptables ne changent pas. C'est-à-dire ce qui est capitalisable auparavant l'est toujours aujourd'hui. Donc, si on prend un exemple, quand on fait notre transition en info nuagique, on fait des engagements pluriannuels. Ces engagements-là sont des dépenses capitalisables. Donc, c'est des engagements habituellement de 1 an ou 3 ans. Donc, on peut les amortir sur la durée de vie de l'engagement en tant que tel. Fait on parle d'optimisation financière ici parce qu'effectivement, on va avoir moins d'investissements massifs au départ, on va avoir plus de flexibilité dans l'allocation des ressources et une facturation qui est directement liée à l'usage. Donc, on ne paye plus pour des infrastructures dormantes, mais uniquement pour ce qui est réellement consommé. Et enfin, nous avons l'impact organisationnel. Tout naturellement, la transformation technologique avec la transformation financière, ça demande une évolution culturelle. Donc, il faut adapter les compétences des équipes. Il faut repenser la gouvernance TI pour l'adapter à ce nouveau mode de consommation et surtout amorcer un changement culturel vers une gestion qui est agile et orientée service. Donc, quand on parle d'un projet ou d'un mandat de mise en place d'une pratique FinOps, on ne se limite pas à une question technique ou budgétaire. Il s'agit d'une transformation globale qui touche la technologie, les finances et l'organisation elle-même. Et c'est précisément dans ce contexte-là que le FinOps devient un levier stratégique pour réussir la transition infonuagique. Comme toute discipline, elle est régie par un organisme. Cet organisme, c'est la fondation FinOps ou FinOps Foundation. Elle est issue de la Linux Foundation. Elle a mis en place un cadre qui régit cette pratique. Ce cadre-là, il est disponible open source à tout le monde, gratuitement. Donc, vous pouvez rentrer dans le site, je pense, finopsfoundation.org. Vous pouvez le voir, il y a vraiment tout est disponible puis, gratuitement, bien sûr. Les éléments de base que vous allez retrouver dans le cadre sont les scopes, les domaines, les personas, les capacités, les principes, un modèle de maturité et les phases. Et sans plus tarder, on va regarder le cadre en question. Donc, la démarche FinOps s'organise autour de 3 phases cycliques. C'est un peu, je vais essayer de vous cibler ça avec un pointeur. C'est les 3 en haut là. Donc, informer pour créer de la transparence, optimiser pour agir sur les leviers d'efficacité et opérer pour intégrer durablement ces pratiques dans les processus quotidiens. Par la suite, la Fondation, elle a proposé une définition théorique du FinOps en le définissant en tant que cadre opérationnel et pratique culturelle qui maximise la valeur d'affaires du cloud et de la technologie
Le tout, de mémoire, en créant une responsabilisation financière basée sur des données en temps réel et le tout à travers une collaboration entre les équipes TI, finance et affaires. Pour que le cadre se tienne, il s'appuie sur quelques principes que vous voyez dans la section tout juste après. C'est des principes assez simples, je vous dirais, que je résume en une idée. On travaille ensemble, on décide par la valeur et on se responsabilise sur sa consommation. Le tout avec des données fiables et accessibles pour tous. Autrement dit, ce qu'on fait, c'est qu'on organise la collaboration, on parle un langage commun entre TI et finance, on s'équipe pour mesurer correctement et on apprend à profiter intelligemment du modèle de coût variable du cloud au lieu de le subir, encore une fois. Donc, ces principes servent de boussole, entre autres pour la pratique. Ce cadre, il est mis à jour annuellement par la Fondation. Les intrants qui lui permettent de se mettre à jour, disons, c'est les résultats du sondage qu'ils appellent le State of FinOps. C'est un sondage annuel. D'ailleurs, celui de 2026, il a été lancé la semaine dernière, c'était un mardi de mémoire. Le cadre, la nouvelle version, on la reçoit, elle est publiée vers le début de l'année, février-mars, je pense. Donc, dans les nouveautés de 2025, c'est un peu le pan explicite que vous voyez en haut là, entre la stratégie d'affaires et la stratégie technologique. Donc, ce que le cadre 2025 voulait mettre en évidence, c'est que FinOps n'est pas qu'un enjeu technique ou financier, mais plutôt un véritable levier de liaison stratégique. Donc, il devient l'interface entre les objectifs d'affaires. Donc, quand on parle d'objectifs d'affaires, on parle de valeur, rentabilité, croissance, et les choix technologiques. Donc, on va y aller vers du cloud, du SaaS, de l'IA, de la modernisation, etc. Pour ce qui est de la deuxième nouveauté cette année, c'est aussi la section tout juste après des scopes. Donc ici, on ajoute une nouvelle dimension contextuelle au cadre. Ils permettent d'adapter les pratiques FinOps selon les environnements technologiques spécifiques. Donc, si on est dans du cloud public, si on est dans du SaaS, dans des centres de données, dans la gestion de licences, etc. Ce qui rend le cadre beaucoup plus flexible, granulaire et surtout aligné avec la réalité hybride et multi-cloud des organisations actuelles. Je peux vous rassurer que pratiquement la majorité des clients qu'on rencontre, ils sont vraiment dans du multi-cloud. Ils en ont les trois presque, AWS, Azure, puis GCP. Donc, c'est pour ça c'était très important d'avoir, et aussi, je m'excuse, il y avait aussi le volet hybride. Donc, c'est pas toutes les organisations qui ont migré vers le cloud, donc il y en a d'autres qui sont encore sur site et moitié sur site, moitié dans le cloud. Donc, cette réalité-là n'existait pas dans le cadre de 2024. Ça a été ajouté cette année. Donc, après, on y va à la section d'après. Donc, pour qu'une pratique FinOps soit efficace, elle doit mobiliser une diversité d'acteurs. Nous avons les personas essentiels et les personas alliés. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai comme une diapo spécifique à cette section-là. Donc, je fais ce qui nous amène vite fait au centre, ici. Donc, vous allez voir les trois grands domaines qui structurent la pratique FinOps. Chaque domaine regroupe un ensemble de capacités. Donc, les capacités, c'est les petits cadrans, là. Et c'est-à-dire les capacités sont en fait des leviers concrets pour atteindre les résultats attendus. Le premier domaine ici, c'est comprendre l'usage et les coûts. Donc ici, l'objectif, c'est de donner de la visibilité. Pour cela, on s'appuie sur des capacités comme la collecte et la gestion de données, l'allocation des coûts, le reporting et l'analytique et la gestion des anomalies. Autrement dit, il s'agit de transformer les données brutes de consommation cloud en une information qui est claire, accessible et exploitable par tous. Le deuxième domaine étant de quantifier la valeur d'affaires, on est ici, on dépasse le simple suivi des coûts pour mettre en avant la valeur créée. Donc, les capacités clés incluent la planification et l'estimation, la prévision budgétaire, le benchmarking et l'analyse de l'unité économique. Ce domaine permet de relier chacune de nos décisions technologiques à leur impact sur la performance et les résultats de l'entreprise. Et le troisième domaine, c'est optimiser l'usage et les coûts. Donc ici, c'est la dimension la plus opérationnelle qui vise à maximiser l'efficacité. On y retrouve des pratiques telles que l'architecture dans le cloud, l'optimisation des tarifs, l'optimisation des charges de travail, la gestion des licences et du SaaS et la durabilité du cloud. L'idée est de s'assurer que chaque ressource consommée est utilisée au mieux, au juste prix
et de façon responsable. Enfin, autour de ces 3 domaines, le cadre, il a intégré des capacités transversales pour gérer la pratique FinOps. Donc, vous allez trouver la gouvernance, l'éducation, la facturation, les outils, les opérations, etc. Ce sont tous ces piliers qui permettent d'ancrer durablement la pratique dans l'organisation. Si vous vous rappelez, on avait parlé d'un changement culturel. Le FinOps, c'est vraiment une culture. Donc, on a besoin de capacités qui nous permettent d'ancrer durablement cette pratique-là dans les processus quotidiens de l'organisation. Donc, si on va résumer, les domaines définissent le quoi, c'est-à-dire ce qu'on veut atteindre, et les capacités expliquent le comment, donc c'est les moyens qu'on crée pour y arriver. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai présenté le pan explicite. Donc, ici, le FinOps devient la poignée de main entre l'affaire et la technologie. Chaque objectif, que ce soit nouveau marché, nouvelle fonctionnalité, plus d'adoption, est traduit en unité économique, cible et garde-fou. Et ici, la techno ramène ces contraintes-là, quand on parle de région, d'IA, d'API, stockage, etc., pour arbitrer. Est-ce qu'on stop? Est-ce qu'on scale? Est-ce qu'on investit plus? Donc ici, les analystes d'affaires posent l'unité, la prévision et la cadence. Le cadre FinOps que je viens de vous présenter peut paraître quand même massif sur une affiche, alors qu'il est vraiment modulaire comme si c'était des Lego. Donc, on commence petit et on assemble que les briques qui créent de la valeur dans notre contexte. On part de la base, on ajoute les briques au rythme de notre maturité et de notre priorité et non pas l'inverse. Donc, on utilise tout ça pour dire, c'est qu'on a tous les domaines qui sont présentés avec les capacités, mais nous, on va venir cibler celle qui nous intéresse le plus, celle qui est le plus prioritaire par rapport à notre contexte, et on les met en place. Par la suite, on y va petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de maturité voulu. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé des phases vite fait, là, en une phrase, quand je vous ai présenté le cadre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que FinOps, c'est une boucle continue et non pas un projet en 3 étapes. Donc, les 3 verbes informer, optimiser, opérer tournent en permanence et chacun a un rôle à faire clair. Pour ce qui est d'informer, mettons ici, on parle de la visibilité et de l'allocation. Donc, on met la lumière là où se prennent les décisions. Ingestion de données fiables, attribution par produit ou capacité via le tagging ou l'étiquetage, analytique, benchmarking, budget et prévision. Donc, notre rôle ici en tant que analyse d'affaires, c'est de définir l'unité, donc dollars par transaction, dollars par dossier, dollars par utilisateur actif, et donc écrire le dictionnaire d'indicateurs, fixer des cibles et seuils d'alerte, et s'assurer que les coûts sont attribués là où vit la valeur. Pour ce qui est de la deuxième phase, donc ici, on parle d'optimiser, c'est les tarifs et l'utilisation. Donc, à partir des données, on choisit les réglages qui comptent. Donc, est-ce qu'on veut du right sizing, de l'autoscaling, des horaires non prod? On y va vers des saving plans ou des reserved instances, des politiques de données, etc. Donc, notre valeur ici, c'est de traduire les besoins en exigences mesurables et en arbitrage économique. Donc, également, on documente l'hypothèse du retour sur investissement et prioriser un backlog ainsi FinOps selon le bénéfice, l'effort et le risque. Ce qui nous amène à la troisième phase qui est d'opérer. Donc ici, on parle d'amélioration continue. Tout à l'heure, on avait dit qu'on voulait ancrer ça dans l'organisation. Donc, on pérennise. Donc, on va avoir des politiques de gouvernance, des taggings, des budgets, des quotas, une surveillance et une conformité, des formations des équipes et une automatisation alignée sur les objectifs, des alertes, des budgets, arrêts, des non-prod, etc. Encore une fois, côté affaires, ce serait d'animer la revue mensuelle business, donc écart du forecast versus réel. Décision en stop, encore une fois, c'est les mêmes décisions, stop, scale, invest. Et tenir les playbooks, y compris incidents financiers qu'on avait vus au tout début, et mesurer la valeur réalisée versus les hypothèses qu'on avait émises. Donc, ce qui est à retenir ici, si informer est clair, optimiser, choisi et opérer fait durer. En boucle à chaque itération produit, une unité, une cible, un levier, une décision. Donc, tout à l'heure, on avait zappé la partie dans le cadre parce qu'on avait vraiment une diapo qui est dédiée à ça.
Je vous dirais, pour que FinOps fonctionne, il faut que toutes ces parties prenantes-là tirent dans le même sens. C'est-à-dire, excusez-moi, ça a bugué de mon côté, je pense. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, C'est bon. Donc, le rôle de l'analyse d'affaires, mettons, c'est d'orchestrer la conversation en langage de valeur. Vous voyez à votre gauche, vous aviez les personas essentiels. Donc, on a l'équipe produit qui veut commercialiser vite et à un prix prévisible. Donc, ici, on lui apporte des coûts unitaires clairs et des seuils pour arbitrer les fonctionnalités. L'ingénierie, elle doit fournir des services de qualité sans casser l'opérationnel. Donc, on traduit SLA, performance et résilience en coûts marginaux et en décisions mesurées. Les finances doivent budgéter, prévoir et rapporter. Donc ici, on assure l'attribution par produit aux capacités. On va avoir un tagging des ressources supérieur à 90%, un forecast qui est vraiment fiable et des revues qui finissent par une décision claire. Les approvisionnements, donc ils gèrent les relations fournisseurs et les leviers tarifaires. Donc c'est là où ils gèrent tout ce qui est saving plan, reserved instances, les remises, les licences, etc. On relie ces leviers aux unités économiques pour prioriser. Le leadership ou la gestion s'assure que l'investissement cloud aligne la stratégie. Donc ici, on présente une lecture business, valeur réalisée, risque évité, coût d'opportunité. Et le praticien FinOps tient la donnée de référence, l'outillage et les rituels. C'est un peu lui qui orchestre toute la pratique. Autour de ces personas-là, on a les personas alliés. Là, il faut faire attention, j'ai parlé de personas corps ou essentiels et personas alliés non obligatoires et facultatifs. Toutes ces personas sont vraiment obligatoires pour qu'une pratique soit réussie. La seule différence, c'est par rapport au timing de l'engagement. Les premiers, ils sont engagés en tout temps. Les deuxièmes, les personas alliés, c'est des expertises qui vont venir enrichir la pratique quand on avance en maturité. Donc, on a l'ITFM, mettons, pour la modélisation des coûts, l'ITAM ou les licences pour éviter le gaspillage des licences, l'ITSM pour intégrer FinOps au processus, la sécurité pour tout ce qui est politique de rétention et chiffrement, la durabilité pour concilier optimisation et empreinte. Donc, l'esprit à retenir est que le FinOps est un sport d'équipe. Ici, on a vu que chacun de ces personas essentiels sont toujours engagés dans la pratique et portent chacun un angle de valeur différent. Ceux qui veulent livrer plus vite et mieux, ceux qui veulent prévoir et budgéter, ceux qui veulent piloter la valeur produit, aligner la dépense sur les objectifs, optimiser les engagements et orchestrer la démarche. Et autour de là, on a nos personas alliés qui les aident à s'intégrer aux disciplines voisines. Donc là, je vous ai rien appris. Donc, on sait très bien qui fait quoi, c'est clair. Par contre, tout le monde est co-responsable de la valeur ou de la relation valeur versus coût. Donc, ce qui fait la force du modèle FinOps. Ce qui nous amène à l'équipe FinOps. Là, je me rends compte que j'ai pas mis mes guillemets dans l'équipe. Je vous dirai pourquoi je mettrai les guillemets dans l'équipe parce que dans le cadre de 2024, l'un des principes était qu'il fallait mettre en place une équipe ou qu'une équipe devrait être centralisée pour gérer la pratique. Le terme équipe était dans les principes. Donc là, dans les retours d'expérience des praticiens qui ont mis en place cette pratique, il y avait le défi qui s'est relevé. Donc, ce principe-là freinait la mise en place de la pratique dans des organisations qui étaient assez petites en termes de taille là, ou qui n'avaient pas vraiment assez de volume dans l'info nuagique pour mettre en place une équipe avec 3 mettons, personnes pour gérer la pratique. Donc, c'était un blocage pour mettre la pratique en place. Fait que là, après discussion, la fondation, elle a décidé d'enlever le terme équipe des principes pour dire que la pratique FinOps devrait être centralisée dans l'organisation. Mais qu'elle soit faite par une personne au départ ou 3, ça c'est vraiment dépend de la taille de l'organisation. Par contre, ce qui est important d'avoir dans l'équipe FinOps, bon, l'équipe entre guillemets, là, même une personne, ces 3 chapeaux-là. J'ai bien dit chapeau et non pas profil, disons, ou personne en tant que telle. C'est vraiment des chapeaux, dans le sens où ce qui est à gauche, vous voyez l'ingénieur FinOps, c'est vraiment souvent l'architecte infonuagique. Donc, lui, son rôle, ce serait de traduire la théorie en action technique. Donc, il identifie les stratégies d'optimisation,
le right sizing, changement de SKU, service, scheduling, life cycle, plan, engagement, etc. Il assure la veille des nouveaux services et options tarifaires et travaille avec les équipes produits pour déployer ces optimisations sans dégrader les SLO métiers. Pour ce qui est à votre droite de l'analyste FinOps, c'est un peu le rôle que nous, on peut jouer dans un mandat FinOps, c'est du côté finance. Donc, l'analyste FinOps rend la facture lisible et comparable à la valeur. Donc, il suit les dépenses et les usages, analyse les tendances de consommation, détecte les dérives, construit les modèles prévisionnels, chiffre les opportunités d'optimisation, etc. Donc, ici, ce qui nous amène au milieu, là, au centre, on a le leader FinOps. Donc, ici, idéalement, c'est quelqu'un du côté affaires. Idéalement, ça devrait être un VP ou un directeur. Son rôle, c'est d'orienter et d'arbitrer. Il joue également le rôle de sponsor de la démarche. C'est le point de contact avec le reste de l'organisation. Il porte la gouvernance, donc soit les décisions de showback, chargeback, les rituels, etc. Et majoritairement, cette personne devrait siéger au centre d'excellence infonuagique. Et pour finir, il aligne les priorités coût versus valeur. Donc, c'est elle ou lui là qui tranche ou payer de la performance ou réduire et ou réinvestir. Et ça nous donne un peu les profils qu'il faut qu'on ait pour mettre en place une pratique FinOps dans l'organisation. La Fondation FinOps aussi propose une bibliothèque d'indicateurs clés de performance ou les KPI pour aider les organisations à mesurer et à gérer leurs opérations financières liées au cloud. On ne peut pas savoir quelque chose si on ne la mesure pas. Là, mettons, on ne sait pas si on a bien fait ou pas jusqu'à ce qu'on ait une mesure. Donc, ces KPI couvrent divers aspects tels que l'efficacité des coûts, l'optimisation de l'utilisation et l'efficacité opérationnelle. Donc, ils visent à guider les entreprises vers une meilleure responsabilité financière dans le cloud, quel que soit leur fournisseur ou secteur. Et ces KPI-là sont alignés sur les capacités FinOps et sont utiles à tous les niveaux de maturité FinOps. Donc, quand vous y allez faire un tour dans le site, vous allez voir, il y a une page qui est dédiée KPI FinOps. Puis, vous allez voir pour chacune des capacités dans le cadre, il y a des indicateurs de performance qui sont proposés et surtout en fonction du niveau de maturité de l'organisation. C'est vraiment très, très, très bien fait. Puis, c'est vraiment riche comme bibliothèque, je vous dirais. Alors, quand on parle de FinOps, un des grands défis que rencontrent les organisations, c'est la multiplicité et la complexité des données. Chaque fournisseur cloud, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud, mais aussi les SaaS et même les coûts internes, fournit ses propres formats, ses propres colonnes, ses propres règles. Donc, le résultat, c'est très difficile d'avoir une vision claire, homogène et comparable. C'est pour répondre à ce problème-là qu'a été créé Focus. Donc, Focus pour FinOps Cost and Usage Specification. C'est un standard ouvert. Donc, il est ouvert à tout le monde, qui normalise les données de coût et d'usage du cloud. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est que peu importe le fournisseur, les données sont présentées de manière uniforme et directement exploitables. Donc, grâce à cette normalisation, les praticiens FinOps peuvent analyser beaucoup plus rapidement et avec plus de précision. Les fournisseurs de services FinOps peuvent accompagner leurs clients de façon plus fluide et les éditeurs d'outils FinOps peuvent intégrer et croiser ces données sans passer par des transformations complexes. Je vous ai donné aussi un exemple concret. Ici, on voit une requête SQL Focus qui permet de faire une analyse des coûts par service. Sans Focus, la même requête devrait être adaptée pour chaque fournisseur cloud. Par contre, avec Focus, on peut travailler sur un format standardisé, ce qui réduit considérablement la complexité. Enfin, il faut noter que les grands fournisseurs commencent déjà à l'adopter. Donc, AWS a annoncé la prise en charge de Focus 1.0 avec des nouvelles colonnes dédiées. Et Microsoft Azure aussi supporte cette spécification avec des exports Focus et des intégrations dans Microsoft Fabric. Donc, en résumé, Focus est en train de devenir la langue commune du FinOps et son adoption va permettre aux organisations d'accélérer la maturité et la fiabilité de leurs pratiques. Donc, avant de commencer à optimiser ou faire quoi que ce soit là dans nos mandats, on objectivise. Donc, notre point de départ, c'est une étude de maturité. Vous voyez les 3 puces en haut là?
Ça, c'est notre principe de triangulation. On valide le niveau de maturité en croisant plusieurs sources de vérité. Pourquoi? Parce qu'un seul angle, soit la plateforme ou la facture ou le ressenti des utilisateurs, donne une image incomplète. La triangulation nous évite les angles morts et réduit ainsi le biais. Donc, la première étape de la triangulation, c'est l'analyse documentaire. Donc ici, on va analyser ce qu'on lit. Donc, on passe les artefacts au crible, coût et étiquetage des ressources, inventaire des pipelines entrepôts, métriques d'usage, etc. Donc, l'objectif, c'est de reconstituer la photo factuelle où se créent les coûts et où la valeur, elle est réellement consommée. La deuxième méthode, puis là, c'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer le principe de triangulation, parce que la Fondation FinOps, elle propose un modèle de maturité FinOps qui est une approche par lentilles. C'est un fichier Excel, c'est des mesures, disons, qui est proposé gratuitement, sauf que on s'est dit, ça reste si on se base sur un seul outil, on ne va pas avoir une image partagée, on ne va pas avoir l'image complète. C'est pour ça, de se baser sur le modèle, c'est une des étapes dans notre principe de triangulation pour avoir la vraie ou le vrai score de maturité. Donc ici, ce modèle-là, donc on va mesurer, on va fixer déjà dès le départ avec le client quelle capacité on va venir évaluer. On n'ira pas évaluer la maturité de toutes les capacités que vous avez vues dans le cadre. On va cibler celles qui nous intéressent le plus par rapport à notre contexte et on va venir les mesurer en les passant sur les 5 lentilles, disons, ce qu'ils appellent ça comme lentilles. On a la connaissance, les métriques, les processus, l'adoption de mémoire et l'automatisation. Donc, chacune de ces lentilles-là, elle a un score de 0 à 4 et donc le score final, c'est un peu une somme des scores, par rapport aux 5 lentilles. Donc au final, on va avoir un radar ou une heat map par domaine et ça va être notre ligne de base. Et on finit avec la troisième méthode, c'est l'entretien semi-structuré ou les entretiens semi-structurés. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? Donc là, on va avoir des entretiens avec les finances, l'ingénierie, les propriétaires produits, les opérations, les achats. On va venir capturer les irritants et on va aussi discuter des succès attendus. Donc, ce qu'on va faire ici à cette étape-là, c'est que ce qu'on avait mesuré au préalable avec le modèle, on va venir le transformer en priorité d'affaires. Donc, à l'arrivée, on obtient une vision qui est partagée. Donc, la facture parle, la plateforme parle, les utilisateurs parlent, ce qui nous permet de prioriser ce qui compte vraiment pour nous. Donc, habituellement, les livrables, c'est sous forme de score de maturité, une carte aussi d'opportunités chiffrée avec économie et réinvestissement et une feuille de route de 90 jours à peu près. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'état du FinOps ou State of FinOps, un des intrants où je pense que c'est vraiment à 80% l'intrant qui permet de mettre à jour le cadre. Je trouvais ça intéressant de vous présenter celui de 2025, juste pour que vous voyez un peu l'échantillonnage qu'ils font, et cetera, que l'information, elle est quand même assez robuste. Donc, pour le sondage 2025, il a rassemblé des données quand même solides. Donc, ils avaient 861 répondants, dont une majorité de très grandes entreprises. 1 sur 3 dépense plus de 50 millions par an dans le cloud. 1 sur 5 dépasse les 100 millions. Donc, ça pose un peu le décor. On parle de grandes, grandes entreprises. Ce ne sont pas également de petites structures. Là, il y a 41% qui viennent d'organisations de plus de 20 000 employés, souvent multi-sites, multi-cloud, multi-équipes. Donc, je vous dirais des environnements où le manque de visibilité coûte vraiment cher. Les industries clés, donc ce serait les finances, les technos, le commerce de détail et les télécoms. Et c'est quand même mondial, donc on a la participation de l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Ça vous donne une idée que le FinOps est désormais partout et il est devenu incontournable. Ce graphique nous montre que les priorités FinOps restent claires. Donc, on veut toujours réduire le gaspillage, allouer les coûts avec précision et prévoir intelligemment. En gros, on veut avoir moins de surprises et plus de contrôle. Mais ce qui frappe aussi, c'est vraiment la montée des enjeux de gouvernance, d'automatisation, de multi-cloud et même d'IA. Donc, le FinOps, ce n'est plus juste un outil de réduction de coûts, c'est un levier stratégique pour transformer la gestion technologique en avantage compétitif.
Donc ici, heu, ça nous montre un peu, c'est que dans les 12 prochains mois, disons, la gouvernance prend la tête. Donc les organisations veulent structurer leur approche FinOps mieux, donc mieux gouverner, mieux aligner et aller au-delà du cloud public. Et ce n'est pas tout. Donc ici, l'économie unitaire et la prévision montent en flèche, l'IA et l'automatisation deviennent des sujets concrets et la gestion multi-cloud devient incontournable. Bref, le FinOps s'installe comme étant un vrai levier de pilotage stratégique, pas juste un outil d'optimisation. Là, également, le key insight de cette diapo-là, c'est que les praticiens s'orientent vers la gouvernance et la pratique à l'échelle dans l'espoir d'améliorer les performances. Donc, ce que ça met en lumière, c'est un glissement important dans l'alignement organisationnel qui demeure quand même le principal facteur de réussite, mais on observe également une baisse significative par rapport à l'année précédente. En parallèle, on note une hausse marquée des besoins en outils et investissements, ainsi qu'en renforcement des capacités. Donc, ce qui reflète, c'est qu'il y a une maturité croissante des pratiques FinOps. Donc, les fondations sont posées maintenant. Les organisations cherchent à outiller, automatiser et former pour soutenir l'exécution. Donc, on passe de la réflexion stratégique, on n'est plus là-dedans et on passe à l'action opérationnelle. Donc, en conclusion, tout à l'heure, je vous ai posé la question par rapport au vrai ou faux. Est-ce que le FinOps consiste à économiser de l'argent? Je vais voir, j'ai pas regardé les discussions là, mais tu me diras, Ligia, là, tu m'aideras, est-ce qu'on a eu des réponses? Mais sinon, j'irai, à la limite à En main vrai, levée là. on Hein? a eu des questions, mais concernant cette question-là, J'ai pas eu de on a eu réponse, hein? un vrai. Un vrai? OK. Oui, Bon, donc vrai, c'est pas vrai. on a Faux. eu un faux aussi, après ta On a eu réponse. un faux. Ah OK, c'est bon, d'accord. Donc là, effectivement, c'est c'est faux. Le FinOps ne consiste pas à économiser de l'argent. C'est vraiment, je vous dirais, ce n'est pas couper les ailes, là. C'est vraiment la tour de contrôle qui aligne valeur d'affaires, choix technologiques et coûts variables. C'est-à-dire, on veut pas économiser de l'argent, mais on fait un investissement, on veut tirer profit de cet investissement. C'est-à-dire, chaque dollar qu'on a investi dans le cloud avec FinOps, ça va nous rapporter plus que 1 dollar. C'est exactement ça. C'est pas le but à la place de dépenser 1 dollar, je veux dépenser 1,5. C'est pas ça. Donc, c'est vraiment juste de créer de la valeur avec ce qu'on avait déjà investi. Donc, des fois, la décision d'investir plus ou de mettre plus d'argent, c'est vraiment la bonne décision si la relation retour sur investissement, elle est vraiment très importante. Donc, c'est pour ça, cette question, elle est très importante parce que ça résume un peu le rôle du FinOps. Je terminerai avec ça. Donc, les clés de succès en FinOps. Ce Ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment le mindset, skill set et tool set. Mais vraiment dans cet ordre-là. Là. Donc, on commence par le mindset. Ici, on adopte la logique valeur par unité. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne demande plus combien ça coûte, mais combien ça vaut par transaction, par dossier, par utilisateur. Et que décide-t-on? Donc, on accepte que le cloud soit à coût variable et qu'il faut le piloter en continu. Deuxièmement, on a les skill sets, donc nos compétences en tant qu'analyste d'affaires ou architecte d'affaires appliquées au FinOps. Donc, on veut définir l'unité, la cible et le seuil d'alerte. On va cadrer les exigences non fonctionnelles, donc SLA, performance, résilience, par leur coût marginal. On veut prioriser un backlog FinOps par bénéfice, effort, risque. On va animer les revues qui donnent des décisions de stop ou scale ou investir plus. Et pour finir, le toolset, donc les instruments, pas la solution magique, encore une fois, là. Pour moi, personnellement, pour moi, le mindset et le skill set, c'est vraiment le plus important. Le toolset, ça donne une boîte à outils, c'est tout. Donc, on a ici un tagging fiable. Donc, on veut avoir plus de 90% de nos sources qui sont ressources, excusez-moi, qui sont étiquetées. On veut avoir un showback ou un chargeback en fonction de notre culture. On veut avoir des alertes et budgets. On veut avoir quelques tableaux de bord qui parlent métier. Donc, les outils ne remplacent pas la décision, ils la rendent possible. Donc, si on garde ce cycle vivant, mindset, skill set, tool set, la pratique s'ancre et la valeur se voit.
Sur ce, je finis, je vais boire de l'eau. Donc, je pense Vas-y, ma on chère. va prendre les questions là. Ça va me permettre de respirer. Oui, oui, je regarde le chat. Bon, on a une question de Pierre-Marie Beaulieu. Est-ce que le fournisseur comme Amazon, Microsoft, Oracle et autres offrent des outils de simulation des coûts et Est-ce que sont-ils fiables? excuse-moi là, Ligia, je vais le lire en même temps. Est-ce que les fournisseurs Oui. oui, chacun des fournisseurs offre il y a des vraiment des Mhm. solutions natives aux fournisseurs, mais il y a aussi des solutions qui sont faites par des entreprises qui se nomment maintenant entreprises de services FinOps. Donc, ils offrent des solutions qui vont venir prendre en considération toutes les données, que ce soit Microsoft, Azure, AWS, Microsoft ou Oracle ou GCP. Donc, oui, ils offrent des outils de simulation de coûts. Oui, ils sont fiables parce qu'ils sont utilisés actuellement au sein des organisations. Mhm. Une autre question de Pierre. Selon les phases FinOps, qui s'occupe de négocier avec le fournisseur? C'est PAAS. c'est les appros. C'est toujours OK. les appros qui sont en charge des négociations avec les fournisseurs. Avec le FinOps, on brise les silos, mais on n'enlève pas la vraie nature du rôle en tant que tel de l'équipe. Fait que ça reste les appros, ils ont besoin, je te dirais honnêtement, d'éducation. Mais éducation, quand je parle d'éducation, là, c'est de formation. Ils sont très, très bien éduqués. Hem, mais ils ont besoin vraiment d'une montée en compétences par rapport à certaines technicalités, de négociation quand on parle d'info nuagique. Mais c'est toujours ça reste dans les mains des appros. J'ai une question de Paula. Je me Mmh. projette avec la réalité du terrain. Selon votre expérience, comment gérer l'interaction avec l'équipe TI en tant qu'affaire Oui. quand on veut introduire le cadre FinOps dans une grande organisation et entre parenthèses, résistance de changement? OK. Est-ce que c'est typiquement un VP finance qui devrait décider avec support Mhm. d'analyse d'affaires finance? OK. Je te dirais selon mon expérience, selon là les mandats qu'on a eu à faire, dernièrement, c'est une décision qui est toujours c'est un besoin qui émane toujours des TI. Pourquoi? Parce que les TI, ils font bien les choses. Tu sais, ils mettent en place tout ce qu'il faut. Là, ils ont leur politique d'étiquetage, ils ont leur alerte, et cetera. Là, ils se sentent vraiment équipés parce que je vous dirais, le FinOps, c'est vraiment récent. Là, ça fait 5 ans que ça c'est apparu comme discipline. Mais par contre, tout Mhm. architecte solution là, qui se dit un bon architecte solution, il fait déjà les étapes du FinOps. Il s'assure déjà que sa ressource, elle remplit certains critères avant d'aller prendre cette ressource. Donc, c'est un besoin qui émane des TI parce qu'ils sont pas compris par les finances. Les finances, ils leur tapent dans les mains pour leur dire, ben, écoutez, là, vous avez dépassé votre budget. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Puis, ils se comprennent pas. Fait qu'on a un besoin qui émane des TI. Les finances, ils sont interpellés. Par contre, la façon de faire, la mieux, c'est toujours de partir des TI. Le mandat, il part toujours de la direction des TI. On inclut les parties prenantes comme les finances, les appros, la gestion en général. Il y a l'architecte d'entreprise qui représente majoritairement la gestion dans les mandats et à partir de ça, il y a des ateliers, tu sais. La gestion tu as parlé de gestion résistance de changement, c'est un très, très bon point parce que le FinOps, c'est un changement culturel. Fait que la première chose à faire, c'est d'aller récolter les préoccupations, disons, des Mhm. parties prenantes. Fait que moi, mes premières étapes en mandat, c'était vraiment d'avoir des ateliers séparés. On les met pas on brise un silo qui date depuis des lustres là, donc on va pas commencer à les mettre dans une seule salle ensemble, les finances, les TI, et cetera, puis on va leur dire: «OK, allons-y maintenant, on va réfléchir ensemble comment on va gérer le cloud». C'est pas comme ça que ça Belle fonctionne. stratégie. Eh ben, c'est ça, c'est pas du tout comme ça, je vous jure là, si on le fait là, c'est fini le mandat là, il prend fin là dans une semaine. Ouais. Donc, on commence vraiment séparément, à les prendre séparément. Ce qui se passe, c'est que les finances, habituellement, ils voient pas la le l'urgence d'agir. Qu'est-ce que Mhm. ça va changer dans ma vie?
Tu sais, moi, je gère des budgets. Moi, si tu dépasses ton budget, moi, je vais te le dire, là, puis toi, tu as à gérer ça. C'est un peu ça qu'ils le voient. Alors que c'est pas vrai. On l'a vu tout à l'heure, c'est tout un changement dans le modèle de consommation. On parle plus de CAPEX, on est vraiment dans du OPEX. Donc, ils sont vraiment touchés. Donc, il faut vraiment commencer par les initier à ce changement-là, tu sais, leur dire que Mmh. coucou, là, ça change dans votre vie, puis d'aller récolter surtout leurs préoccupations. Par la suite, une fois que tout ça, tu l'as en main, c'est là où tu peux les approcher pour être partie prenante impliquée dans la pratique finance. Mais ça émane toujours de la direction des TI. Par la suite, je te donnerai un autre exemple si, dernièrement avec un de nos clients, il voulait, entre guillemets là, il voulait qu'on le dise aux finances qu'ils font bien la job. C'était vraiment ça là, tu sais, c'est comme c'était ça. Ils voulaient nous venir nous chercher pour dire que, bah, finalement les TI sont top. C'est pour que les finances leur disent: «OK, c'est bon, vous pouvez y aller». Donc ça passe vraiment par, des quick wins, tu sais? Si Mmh. tu veux si tu veux venir, je te dirais avec le FinOps, essayer de convaincre la gestion d'adopter ça, commence avec des quick wins. Mets en place certaines pratiques, va chercher une économie, là, on a dit tout à l'heure que c'était faux, c'est pas on parle pas d'économie, mais quand même, c'est un des résultats qui va venir chercher les autres lignes d'affaires à être impliquées avec toi. Merci. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que le cadre FinOps est mis en place dans les organisations au Québec? Sommes-nous en retard par rapport au qui se passe dans le monde? OK. Donc, la première question, oui, je le mets en place moi actuellement au Mhm. Québec avec, certains de nos clients. Donc, j'ai eu 2 de mes mandats, au gouvernement, puis un autre qui est vraiment, privé là, mais c'est des entreprises québécoises. Donc ils ont commencé à mettre en place la pratique, mais je te dirais que par contre, ils ont pas appliqué le cadre en tant que tel. Fait que c'est pour ça Mhm. Mhm. ils vont chercher des experts pour C'est plus la effectivement théorie. exactement, c'est ça. Donc là, c'est pour ça ils sont venus nous chercher pour effectivement les aider à appliquer ce cadre bien comme il faut. Est-ce qu'on est en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde? Je te dirais que oui, mais pas Mhm. dramatique. Mais on est quand même en retard. On a le temps de C'est prendre ça, on ça. a le temps là, ça va. Question de Pierre-Marie Beaulieu. Quel contrôle avons-nous vraiment avec le fournisseur, gouvernance, price models, changements qu'ils font dans leur infrastructure? Comment Infrastructure. Finaps peut nous aider? OK, est-ce que Pierre-Marie, tu peux m'expliquer la question s'il te plaît? Super présentation, tu m'as appris beaucoup de choses. Merci Oui, beaucoup. je donne un exemple. Euh, dans un mandat, j'ai dû essayer de trouver des fournisseurs qui devaient faire du monitoring OK. sur toutes sortes de données sur les- une compagnie pour créer des alertes puis assurer un plan de continuité des affaires, là. Mais ce qui Mmh. arrive, c'est que euh, ces fournisseurs-là, souvent, changent beaucoup de choses et OK. on n'a pas de contrôle vraiment sur eux, peut-être par un contrat, mais tu sais, les changements d'architecture, les changements de Mmh. gouvernance, tu sais, on parle par exemple des serveurs canadiens avec des compagnies Exact, la américaines, région, exact, c'est ça. puis tu sais, alors, tu sais, dans quelle mesure, par exemple, un fournisseur qui ne veut pas se plier à nos demandes, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Faut-il changer de fournisseur dans ce cas-là? Ben, Tu c'est sais, sûr que oui, tu peux effectivement, calculer les points morts là dans ton engagement, puis, mm, effectivement demander à changer. Mais tu sais, je te dirais, Pierre-Marie, là, tu sais, il y a ce qu'on contrôle versus ce qu'on subit là, mhm, entre autres. Donc ce qu'on contrôle, là, tu l'as bien dit, ce qu'on contrôle directement, ben, mettant l'architecture, donc, tout ce qui est région, les classes de stockage, les SLA, les tagging, et cetera. Par contre, on est influencé aussi par les contrats ou la gouvernance. Donc, si on ouais, parle de SLA et crédit, ici, on a les fenêtres de préavis pour les changements majeurs. Mettons, on a des ouais, révisions de prix volume, la localisation des données clés de chiffrement aussi. C'est ça, on est influencé. Ce qu'on ne mhm, contrôle pas, par contre, mais on peut monitorer, c'est vraiment les changements internes chez le fournisseur.
Donc, Mhm. si c'est des nouvelles tarifications, catalogue d'appréciation produit, et cetera. Donc ici, on met de l'alerte, on fait un scénario ou un planning de scénario, puis un playbook au cas où ça fonctionne, enfin ça Ça apparaît. arrive. Oui. Exactement, ça arrive. On rentre en contact avec le fournisseur, puis on change. Mais dans quelle mesure on peut prévoir ces choses-là? Parce que des fois, ils nous avertissent, puis là, il Mmh. faut comme se préparer à ces changements-là. Comment tu vois l'organisation qui doit se préparer à un changement ou renégocier ou préparer différents scénarios face à un fournisseur qui change assez drastiquement son modèle d'affaires ou différentes choses, là? Mettons actuellement mais si je prends l'exemple d'un de mes clients, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très difficile. Parce Mhm. que de mémoire, je pense qu'ils vont passer même en cours là pour briser le contrat OK. à cause d'un changement pareil. Fait que je te dirais honnêtement, il n'y a pas de processus en tant que tel. Même la fondation ne l'est, tu sais, le volet appro là, il n'est pas vraiment très, très poussé en OK. termes de processus ou de bonnes pratiques à mettre en place. Parce qu'effectivement, on est comme lié à des Mhm. fournisseurs qui sont vraiment pas canadiens. Maintenant, si on prend l'exemple de Québec, fait Oui. que des fois, il y a certaines clauses dans le contrat qu'on n'a pas le contrôle dessus, qu'il faut aller vraiment, comme là, je t'ai donné un exemple, ils sont vraiment en train de faire toute une, comment dirais-je, ils passent, mon Dieu, En poursuite? exactement, en poursuite judiciaire, effectivement, pour briser le contrat. Fait que mais par contre, je vais faire quelques recherches, puis, je te reviendrai avec ce point-là parce que c'est vraiment très, très intéressant. Non, mais c'est parce que c'est un peu la réalité, puis je connais pas du tout FinOps, mais je comprends que Mmh. le volet financier est tellement important en SaaS parce qu'on peut avoir des Oui. surprises catastrophiques, là. Ben ça, c'est moins, là, je te dirais, parce que c'est quand même tu sais, c'est une licence, là, tu Oui, tu le payes dès le départ, fait que c'est moins pire, mais effectivement, ça a été ajouté comme contexte, comme couche contextuelle orienter le cadre si on a du SaaS ou de la gestion de licence ou des centres de données. Fait que, je te dirais qu'actuellement, ils sont vraiment en étude. C'est vraiment une discipline qui est assez, évolutive. Elle est OK. quand même récente, mais ça ne s'arrête pas d'évoluer. Ils sont vraiment en train d'ajouter des, articles à tous les jours pratiquement dans leur site. Ouais. Juste rapidement, je finis là-dessus. Mmh. Moi, j'étais dans le domaine de simulation numérique et Mmh. puis on avait fait un exercice avec un client pour aller en mode SaaS Mmh. et ça coûtait une fortune. Alors, la Ouais, décision était d'acheter des multi-CPU internes OK. parce que ça coûtait tellement cher euh, avant de faire cette décision d'affaires-là qui aurait Mmh. été catastrophique pour l'entreprise. Euh, on a fait des simulations avec Excel, différents petits tests pour finalement dire non, on ne va pas en mode. Aller vers, SaaS. Ouais, exactement. OK. Ben, c'est ça, c'est un peu ben, il y a quand même des outils qui sont vraiment offerts actuellement pour prendre la décision, si on y va vers du SaaS, si on reste on-prem, si on reste tu sais le fameux cloud first ou cloud smart là, OK. c'est les organisations se munissent actuellement d'outils qui leur permettent de prendre une décision. Est-ce qu'on y va vers ça ou on reste, mettons, sur site? Est-ce qu'on est mieux? C'est toutes ces décisions-là qu'il faut prendre en considération. Est-ce que le FinOps rentre là-dedans? Oui et non. Tu sais, il y OK. a un volet où il peut effectivement intervenir, puis il y a d'autres volets là où c'est vraiment propre à l'architecture d'entreprise, de l'organisation et sa stratégie. OK. Merci beaucoup, Inès. Ça fait plaisir. Oui, Merci à toi. on a quelques questions. On a OK. une question de Zineb. Comment le FinOps transforme-t-il la collaboration entre les équipes d'affaires et les équipes techniques dans une organisation? OK. Avant FinOps, les affaires parlent, budget, fonctionnalité, heu et les technologies parlent CPU, latence. Donc on a peu de visibilité par rapport aux produits, aux capacités. Donc la décision, elle se prend vraiment après la facture. Avec le FinOps, ce qui se passe, c'est qu'il ramène un langage commun. Donc, on parle maintenant unité économique, c'est-à-dire, exemple, dollars par transaction ou dollars par dossier. Donc, c'est le même objectif pour tous. On a des artefacts qui sont partagés. Donc, maintenant, c'est des tableaux de bord qui sont partagés avec les différentes équipes, après des ateliers, bien sûr. Donc, on a des tableaux de bord qui présentent la valeur, le coût unitaire, la santé. Donc, le backlog FinOps, il est priorisé, je te dirais.
Il y a aussi une cadence qui est commune. Un des rituels à mettre en place, c'est un rituel hebdomadaire. C'est un peu le rituel où on va voir Anomaly versus Quick Win là, plus une revue mensuelle de décisions. Et ça, c'est quand on implique toutes ces équipes là-dedans, ça va créer une synergie entre guillemets. Puis maintenant, avec le FinOps encore, c'est des rôles qui sont assez clairs. Donc, on a l'affaire ou les PO, mettons, ils fixent l'unité, les cibles, les seuils. L'ingénierie propose options et coûts marginaux. Les finances prévoient et arbitrent engagement. Les appros négocient et tous décident vraiment sur des données. Ils se basent sur des données qui sont partagées à tout le monde. Je te dirais que c'est vraiment tous ces mécanismes-là, slash processus, slash rituels, qui font en sorte à ce que cette collaboration, on vient briser, disons, un des silos les plus anciens. Claude pose la question, combien de temps environ on peut amortir les coûts des mises en place du FinOps? Amortir les coûts de mise en place de FinOps. Donc là, OK, ça c'est cette question-là, pourquoi je ris? Parce que ça a comme explosé avec, un de mes clients là. Les finances, ils n'avaient pas le budget pour Mm. chapeauter la pratique. Puis les TI voulaient que les finances financent la pratique elle-même parce que ça fait partie de leur budget et cetera. Bref, fait que tout ça pour dire là, combien de temps environ on peut amortir? Je te dirais je ne sais pas s'ils amortissent, les coûts de mise en place d'une pratique en tant que telle. Est-ce que la mise en place est un coût capitalisable? Je ne sais pas, je me garde vraiment je me garde une gêne là de répondre oui ou non. Par contre, mettre en place une pratique, c'est vraiment très court. Là, c'est un mandat de 3 mois maximum. Tu sais, on parle pas de on est en mode, c'est pas les mandats qu'on est habitué avec, là, tu avec un gros dossier d'affaires, qui peut tu sais, on prend une année avec des ateliers et cetera. C'est vraiment très, très rapide. C'est de la consultation pure et dure, là, la vraie, disons, consultation. On arrive, on fait un assessment, puis par la suite, on propose des recommandations en fonction de l'assessment et on met en place la pratique. C'est 3 mois pour la première phase. Par la suite, en fonction du résultat de l'assessment, c'est là où on va voir est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième phase d'opérationnalisation? Est-ce qu'on va y aller vers, les accompagner dans leur, quotidien? Oui ou non? C'est à nous de voir. Mais est-ce que c'est, amorti? Je je ne pense pas pour être honnête là. Ça reste un Ok, projet. merci. On a une question de Caïs. À quel moment intervient le rôle FinOps dans un projet ou dans le cycle de vie cloud? Alors en fait, c'était une très, très bonne question. Actuellement, tous nos clients qui nous interpellent, on en a eu de toutes les sortes. On a eu ceux qui ont migré. Ils ont fait leur migration infonuagique, puis là, ils ont frappé un mur parce qu'ils ont eu une facture qui a dérapé. Donc là, ils sont allés chercher le FinOps. Il y a ceux qui sont en train de faire un virage infonuagique, donc ils sont en train de réfléchir et ils veulent mettre en place les bases nécessaires pour contrôler leurs coûts. Il y a ceux que, ils ont même pas je pense qu'ils ont même pas réfléchi à un virage infonuagique là, mais ça les intrigue. Ce que c'est que le FinOps, fait qu'ils nous donc honnêtement, il y a pas de bon timing. Tu sais, l'essentiel, c'est toujours tu sais, c'est vraiment, en fonction du timing où tu interviens en tant que FinOps, tu as une étape nécessaire à faire au départ. Si tu arrives, mettons, quand ça passe mal, quand il y a une explosion de facture, qu'il y a quelque chose qui dérape, bah, là, la première chose que tu fais avant de commencer à parler mise en place d'une pratique, tu vas essayer de régler ce qui se passe. Tu sais, tu arrêtes l'hémorragie. Après, mettons, si on est dans une organisation qui a pas encore fait de migration cloud, qui est en train de réfléchir à tout ça, elle n'a pas une défaillance ou un virage quelconque, ben là, tu vas mettre en place la pratique, tu vas mettre en place la gouvernance, etc. Fait que, à quel moment intervient le rôle dans un projet? Je te dirais l'idéal, ce serait au début pour mettre en place les bases nécessaires, puis par la suite monter en compétences ou monter en maturité en fonction du cycle de vie cloud. Mais sinon, il y a pas de moment opportun là. Tu sais, à tout moment, le FinOps peut intervenir, puis à tout moment, il peut régler, disons, la situation. Merci. Une dernière question. Merci pour la présentation. C'est une question de Boris. Comment la pratique du FinOps s'articule avec celle de l'analyse d'affaires?
Y aurait-il des références dans le Babok? OK, bon, les références dans le Babok, non. Parce que comme je l'ai dit au départ, le FinOps, c'est vraiment une discipline assez, jeune, disons, assez nouvelle. Là, ça fait Mhm, 5 ans qu'elle mhm, existe. Mais par contre, il faut faire attention, il y a toujours eu la gestion du coût cloud, il y a de la gestion financière dans le cloud, ça a toujours existé. Le FinOps, la particularité qu'il amène, c'est vraiment l'aspect culturel. C'est vraiment juste ça la différence par rapport aux disciplines qui existaient avant. Donc on réinvente pas la roue, on va venir juste rajouter un volet qui était absent, disons, dans les autres disciplines qui fait que on en a besoin actuellement pour gérer. Maintenant, si je réponds au fait que quelle est la mission, mettons, de l'analyse d'affaires dans un mandat FinOps, bah, ce serait vraiment de poser le langage de valeur, c'est-à-dire il va poser l'unité économique, il va cadrer les décisions, installer la cadence pour piloter le cloud par produit et capacité. Donc, les responsabilités clés, ça serait surtout par étape. Là, si on parle de l'étape de cadrage, ce serait de clarifier l'objectif d'affaires, le périmètre, les personas, le flux de valeur. C'est tous nos concepts de base là, d'architecture ou d'analyse d'affaires. Rajoute-y une couche là d'infos nuagiques, donc on va venir définir l'unité de valeur. Donc ici, on parle de dollars transactions, et cetera, plus les cibles et les seuils. On va également fixer les exigences non fonctionnelles. C'est vraiment toutes les tâches qu'on fait actuellement dans nos mandats en tant qu'analyse d'affaires. La particularité, il va y avoir aussi une co-concevoir la taxonomie des tags. Donc, on veut avoir une politique d'étiquetage par produit, par capacité, par environnement, par owner, par centre de coût. Donc, on va établir également des règles d'héritage ou contrôle. Il va y avoir aussi l'étape d'indicateurs et prévisions. Donc, ici, on va construire un dictionnaire de KPI. Honnêtement, là, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas plus que 5 indicateurs de performance, là, qui parlent métier, là, plus on va perdre un peu le fil et un tableau de bord. Donc, on va monter aussi des budgets, des forecasts, tout dépend aussi du background de l'analyste en tant que tel. Si y a un background financier, ça va aider énormément. Le tout à partir, bien sûr, des unités et des volumes. Pour ce qui est de l'étape, d'optimisation, mettons là, il va y avoir l'identification des leviers, puis ça va être vraiment en collaboration avec l'architecte, info nuagique. Fait que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est tout, Inès. C'est bon? Ah, c'est Bon, tout? Oh! je vais ouvrir la caméra juste un petit peu. Je vais arrêter le Voilà, partage. voilà, voilà. Bon, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Inès. On arrive à la fin et je voulais te remercier pour Merci ces beaucoup beaux à vous. contenus tellement riches. Merci. Euh, je voudrais vous remercier aussi pour votre participation. Restez à l'affût. D'ici la semaine prochaine, on va communiquer la prochaine conférence. Je vous donne des spoilers. C'est un atelier pratique. Donc, ça va être cool. Vous allez recevoir un courriel avec le lien pour le sondage. Donc, c'est très important pour nous connaître votre avis. Et c'est ça, c'est tout. Je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine. Bye bye. Bye, bonne soirée Merci à tout le beaucoup. monde.